Pardon, j'ai perdu le fil. Dans ces cas, cette ingestion en milieu rural et urbain ont diverses problématiques, notamment le développement local, la microfinance, la formation, l'entrepreneuriat féminin, l'économie sociale et solidaire, l'intégration des questions de genre dans les politiques stratégiques et actions de développement. Durant de longues années, elle s'est impliquée dans la société civile et y a occupé le poste de directrice de conseil des ONG d'appui au développement du Sénégal. Madame Ndiaye a débuté sa carrière professionnelle comme assistante en sciences juridiques et économiques à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je vous laisse la parole, Fatimé. Bonjour. On m'a demandé de présenter ce matin les enjeux de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci à Morgane pour cette présentation de moi. Donc, je voudrais introduire mon propos en rappelant que l'égalité des sexes et la non-discrimination n'est pas un simple slogan, mais que ça a un impact sur la croissance économique des nations et la productivité des entreprises. Par ailleurs, comme vous le savez, pour le BIT, le travail décent est une nécessité et ce travail décent ne pourra progresser que s'il y a une plus juste répartition des chances et des opportunités entre les hommes et les femmes. Je voudrais juste rappeler que pour le BIT, le travail décent, c'est l'interaction de trois objectifs stratégiques qui sont la création d'emplois, la protection sociale, les normes internationales du travail et le dialogue social. En Afrique, nous faisons un constat que de plus en plus, il y a des engagements pour l'égalité. Nous pouvons citer la progression de l'instruction féminine, le taux de participation des femmes sur le marché du travail en constante augmentation. Dans certains pays, ce taux de participation est supérieur à celui des hommes. Nous avons de plus en plus de femmes dans des carrières de pointe. Un tiers des entreprises africaines sont féminines. Les femmes se syndicalisent. Nous avons dans tous les États une reconnaissance du principe de non-discrimination entre les sexes dans les législations. Par ailleurs, l'ensemble des États africains ont ratifié la CEDES et la Convention internationale du travail numéro 100 sur l'égalité de rémunération et 111 sur la non-discrimination. Par ailleurs, le protocole de Maputo, nous n'oublions pas, offre de nouveaux droits aux femmes africaines. Cependant, malgré ces avancées, l'égalité est-elle à portée de main? C'est une question que l'on pourrait se poser, tant les discriminations sont persistantes. Les femmes, même si elles progressent, elles sont plus instruites, sont moins présentes dans les études supérieures techniques et scientifiques. Leur taux de chômage est beaucoup plus élevé, environ plus de 5 points d'écart entre les hommes et les femmes. Le chômage et le sous-emploi affectent plus les jeunes femmes que les jeunes hommes. Et nous avons une ségrégation professionnelle horizontale et verticale. Une ségrégation horizontale dû au fait que les femmes ne se retrouvent en Afrique que dans un certain nombre de secteurs. Et quand nous prenons l'Afrique de l'Ouest, c'est 4 secteurs, c'est-à-dire l'économie rurale, les services, l'économie rurale, les services, la transformation des produits agricoles et le commerce. Et une forte ségrégation verticale, c'est-à-dire il y a de moins en moins, moins de femmes qui sont à des postes de responsabilité
Et cette ségrégation professionnelle est en lien avec les inégalités de salaire. En Afrique, nous notons que 2/3 des actifs travaillant pour un salaire minimum sont des femmes et que les femmes gagnent 15 à 30 fois moins que leurs homologues masculins. Par ailleurs, à côté de ça, il y a aussi des conditions de travail assez préoccupantes. 86% des femmes ont des emplois précaires. Leurs activités économiques sont des activités à faible rendement. Il y a un inégal accès à la protection sociale. Nous voyons que moins de 10% des femmes travailleuses ont accès à la protection sociale. Il y a une forte recrudescence des violences au travail. Et quand je parle de travail, je ne m'imagine pas le travail que dans l'économie formelle, mais aussi le travail dans l'économie informelle et rurale. Une complexification de la conciliation vie professionnelle et vie familiale. Les jeunes femmes sont de plus en plus confrontées à des choix cornéliens entre poursuivre leur carrière professionnelle ou s'occuper de leur famille. En Afrique, moins de 10% des femmes sont membres des mécanismes, des institutions de dialogue social et tout leur travail, une large partie en tous les cas de leur travail productif est invisible des statistiques nationales. Pourtant, l'égalité professionnelle est un enjeu fondamental tant pour les sociétés que pour les entreprises. En effet, éliminer la discrimination augmente le revenu national au niveau d'un pays. De plus en plus d'études économiques sont en train d'analyser les gains de productivité des pays lorsque des mesures en faveur de l'égalité sont prises. Et au niveau des entreprises, elles augmentent leur productivité et leur capacité à innover. Pour les sociétés, l'égalité professionnelle relève des droits humains. C'est une question aussi de justice sociale, mais comme je le disais, un élément de développement social et économique. Alors que pour les entreprises, elle leur permet d'accéder à un bassin de personnes de talent parce qu'elles élargissent leurs ressources humaines. Et nous savons que les hommes et les femmes ont des talents, ont des imaginaires, etc. différents. Ça permet d'investir dans un capital humain et de faire le lien entre égalité homme-femme et rentabilité. Juste pour signaler pour les entreprises que les études qui ont été menées pendant la crise économique de 2008 ont montré que les entreprises qui s'en sont le mieux sorties du point de vue mondial ont été des entreprises qui avaient une diversité dans leur conseil d'administration, en tout cas une diversité au niveau de l'équipe dirigeante. Une diversité d'hommes et de femmes, mais aussi une diversité de culture, de religion, etc., de race. Quelle solution pour l'égalité professionnelle entre les sexes? Nous pensons qu'il y a des solutions diverses. Je veux juste en signaler quelques-unes qui sont plus en lien avec le travail que nous faisons. D'abord, la formulation de politiques. Les politiques sont très importantes parce que c'est elles qui sont le soubassement, excusez-moi, qui sont le soubassement des programmes qui se développent dans nos États, dans nos économies. Et en ce qui concerne le BIT, une attention particulière est mise pour qu'en matière d'emploi, les politiques et les programmes qui sont élaborés prennent en compte les questions d'égalité et les besoins spécifiques tant des hommes que des femmes.
L'autre point qui semble particulièrement important, c'est bien entendu l'accès des jeunes femmes à la formation professionnelle dans les secteurs porteurs d'emploi. Tout à l'heure, j'ai montré que les jeunes femmes sont moins dans les carrières scientifiques. En fait, elles sont moins dans les carrières de pointe. Et nous avons, dans un pays africain, justement après la crise, essayé de voir l'impact. Et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas eu d'impact sur le chômage et le sous-emploi. Au contraire, la crise avait quelque part restructuré l'économie du pays et avait créé des emplois. Cependant, nous nous sommes rendus compte que si les jeunes hommes étaient entrés en emploi, 10% des femmes avaient quitté la protection sociale, c'est-à-dire que 10% des femmes avaient été licenciées parce que leurs emplois ne répondaient plus aux besoins économiques. Il y a bien entendu pour le BIT quelque chose aussi d'important, c'est la ratification et l'application des conventions internationales en lien avec l'égalité. Et là, je pense notamment à 5 conventions. La Convention sur l'égalité de rémunération, la 100, la Convention sur la non-discrimination, la 111, mais aussi la Convention 183 sur la protection de la maternité, la Convention 156 sur l'équilibre vie familiale, vie professionnelle, et la récente Convention 189 sur les travailleurs et travailleuses domestiques. Mais il y a aussi l'importance pour les États de mettre en place des mesures fiscales pour renforcer la participation des femmes au marché du travail. Nous savons que les inégalités, les disparités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail sont dues certes à des faits, j'allais dire entre guillemets, objectifs, mais aussi beaucoup à le maintien d'aspects culturels. Et sur ces points-là, il faut aussi travailler à la sensibilisation non seulement de nos sociétés, mais aussi des organisations d'employeurs et de travailleurs, notamment les organisations d'employeurs, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils comprennent, qu'ils prennent conscience que lutter contre les discriminations, notamment les discriminations entre les sexes, est un deal gagnant-gagnant. Donc, il y a aussi le système de protection sociale qui nous semble particulièrement adapté, et important, qui soit adapté aux besoins des femmes et protège leur maternité. L'employabilité, bien sûr, des femmes et des jeunes filles travailleuses de l'économie informelle et de l'économie rurale. N'oublions pas qu'en Afrique, la forte majorité des femmes s'activent dans ces deux formes d'économie, et en général, c'est des économies qui ne protègent pas les travailleurs et les travailleuses, parce qu'il n'y a pas de protection sociale, parce que les normes internationales du travail ne sont pas appliquées, parce que le dialogue social est faible. Bien entendu, toute la problématique de l'accès aux ressources financières, productives et communautaires pour les femmes entrepreneurs, et les plaidoyers, représentation, information de défense des droits des femmes entrepreneurs. Pour les femmes entrepreneurs, le BIT a développé une large gamme de services, tant financiers que non financiers, pour les entrepreneurs. Et pour finir, ce qui est long, c'est vrai, mais qui est fondamental, c'est que nous devons à tous les niveaux travailler à la déconstruction des stéréotypes et des normes culturelles discriminatoires. En conclusion, je veux juste rappeler que l'Afrique ne peut pas se permettre de discriminer plus de la moitié de sa main-d'œuvre. Elle a besoin de travailler sur l'égalité de chance
et de traitement entre les hommes et les femmes. Et nous sommes en train de constater que les inégalités de genre conduisent un nombre croissant de femmes à travailler n'importe où, n'importe quand et pour n'importe quelle activité. J'allais dire plus de 110% des travailleuses femmes en Afrique sont des travailleuses pauvres qui travaillent parce qu'elles ont l'obligation de nourrir leur famille et de faire survivre, j'allais dire, leur famille. Justement, le dernier rapport de la BAC sur les inégalités souligne que les Africaines ont une forte propension à l'entrepreneuriat, mais elles ont tendance à être entrepreneurs par choix, par nécessité plus que par choix. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les femmes travaillent parce qu'elles ont obligation à travailler. Et pour finir, je voudrais juste rappeler que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas qu'une question Alors, merci Fatimé pour cette intervention et ces mises en lumière. On va commencer à prendre quelques questions. Alors, une des premières questions qui a été posée, c'était en rapport avec la question des violences au travail. Est-ce que c'est la même chose que le harcèlement ? J'ai entendu la fin de la phrase. Les violences au travail, est-ce que c'est la même chose que le harcèlement? Vous parliez de violence au travail, ça signifiait en fait, ça rejoignait la question du harcèlement. Les violences au travail, le BIT est en train d'ailleurs de faire un vaste travail sur les violences au travail, de réflexion et de recherche. Et les violences au travail, c'est pas que le harcèlement, c'est pas que le harcèlement physique, c'est pas que le harcèlement moral. C'est aussi des violences, c'est-à-dire des femmes que l'on bat, des femmes que l'on tue. Notamment, nous pouvons penser aux travailleuses domestiques qui sont violentées par leur patron, mais aussi par leur patronne, donc par des hommes et par des femmes. Il y a toutes ces femmes qui sont travailleuses dans la rue et qui font face quotidiennement au vol, aux coups. Donc les violences au travail en Afrique, c'est une vaste gamme qui renferme, qui vont de l'insulte aux violences physiques en passant par le harcèlement sexuel, moral, etc. D'accord, merci. Et d'ailleurs, pour dire sur, il y a une autre question qui va un peu dans le même sens, sur justement quels sont les mécanismes pour soutenir les femmes qui sont victimes de violences au travail. Comme vous le savez, le Bureau international du travail, j'allais dire mieux, l'Organisation internationale du travail est tripartite. C'est-à-dire que elle est constituée de représentants de travailleurs, d'employeurs et des gouvernements. Donc, en ce qui concerne le point de la violence, nous travaillons énormément avec les organisations syndicales de travailleurs, mais aussi avec les organisations syndicales d'employeurs. Non seulement pour les sensibiliser, mais aussi pour appuyer certaines qui mettent en leur sein, par exemple, des centres d'écoute de leurs travailleuses violentées. Mais je dois dire que c'est très difficile de voir les femmes, comment allais-je dire, vouloir porter plainte, se plaindre, parce que la situation économique est telle qu'elles ont toujours peur de perdre leur place. Je prends par exemple l'exemple de femmes, de jeunes filles, qui ne sont recrutées que lorsqu'elles signent un contrat selon lequel, entre guillemets,
elles ne se marieront pas et ne feront pas d'enfants pour les 3 prochaines années à venir, par exemple. Ces contrats-là sont signés, pour moi, c'est une forme de violence. On n'a pas le droit d'empêcher une jeune femme d'être mère ou d'être épouse. Et pourtant, elles ne vont jamais, autant elles le disent, autant elles ne vont jamais essayer de porter plainte ou de lutter contre, parce que simplement, elles estiment qu'elles risquent d'y perdre leur emploi. Mieux, les jeunes domestiques se font quotidiennement insulter et battre, et qui nous répondent, mais vous savez, ma patronne ne m'a donné qu'une gifle. Parce qu'il y a aussi toute cette conception de la gravité et du degré de violence. Je pense que c'est un sujet complexe. Nous travaillons avec les jeunes domestiques, par exemple, au Sénégal, sur leur santé et leur sécurité au travail. Et une partie de nos réflexions avec elles porte justement sur le fait que les patrons n'ont pas le droit de faire violence, quel soit le degré de violence. Mais c'est complexe. D'accord. Merci beaucoup. Je vois aussi qu'il y a plusieurs questions qui sont en lien avec les mesures fiscales. Donc, est-ce qu'il y a déjà des pays africains qui ont adopté une mesure fiscale et quel type de mesure fiscale pourrait être mise en place? Excuse-moi, Morgane, tu parles des mesures fiscales ou de la protection sociale? On n'a pas bien entendu. Et de mesures fiscales sur le travail des femmes. Vous savez, là aussi, les mesures fiscales qu'un État peut prendre pour promouvoir le travail des femmes sont nombreuses. Et ça dépend aussi du domaine dans lequel l'État voudrait prendre ces mesures. Mais je peux donner un exemple. Par exemple, pour les femmes entrepreneurs, je pense qu'un certain nombre de mesures pourraient leur permettre, même s'il y a l'égalité de tous devant la loi fiscale, on pourrait prendre des mesures proactives pour leur permettre, par exemple, de renforcer leur économie. Je donne un exemple très concret. Quand nous prenons les coopératives, bien sûr, les coopératives ne sont ni pour les hommes ni pour les femmes, mais nous voyons bien que des mesures fiscales, les coopératives ne paient pas d'impôts, par exemple, dans certains pays, jusqu'à un certain niveau de capital. Et donc ça, c'est une mesure fiscale. L'autre mesure fiscale qu'un État pourrait prendre, c'est de soutenir, par exemple, les entreprises qui feraient des crèches. Ça, c'est une idée qui est en train d'être de plus en plus avancée parce que l'équilibre vie familiale, vie professionnelle est complexe pour les femmes. Donc, ils feraient des crèches en leur faisant un retour sur fiscalité. Donc il y a beaucoup, il faut aussi innover, il faut développer déjà l'importance de prendre des mesures fiscales pour promouvoir l'égalité professionnelle et ensuite essayer d'imaginer les mesures qui seraient en fonction des pays les plus pertinentes. Merci Fatimé. J'ai aussi plusieurs questions sur la question des femmes rurales. Sont-elles prises en compte dans les politiques de protection des droits des femmes? Oui, la question du monde rural est une question pour nous très importante. Nous avons d'ailleurs un programme sur ce que nous appelons les travailleurs et les travailleuses ruraux.
Comme je le disais, une large partie des femmes africaines se retrouvent dans le milieu rural, et dans le milieu rural, elles ne bénéficient. C'est pas seulement une question c'est une question de droit, mais même d'accès aux ressources. Et il faut que nous travaillions à regarder tout ce qui, dans les législations nationales, et je pense par exemple à les lois sur les lois matrimoniales, puissent avoir un impact négatif sur les femmes rurales. Mais en même temps, il y a toute la problématique aussi de la formation. Nous savons aussi qu'en milieu rural, peut-être les coutumes, les planteurs socioculturels sont beaucoup plus fortes et beaucoup peut-être plus difficiles à déconstruire. Et nous sommes aussi confrontés en tant que Bureau international du travail à un nouveau phénomène qui est l'emploi des femmes rurales dans ce que nous appelons les nouvelles formes d'agriculture. Or, ces femmes-là sont employées souvent sans contrat. Je donnerai l'exemple d'une société qui, pour ne pas justement avoir des contrats de travail individuels avec les femmes, passer des contrats avec le village, entre guillemets, le comité villageois, donc qui envoyait ces femmes-là pour faire les récoltes, et ces femmes étaient payées en moitié en salaire et en moitié en produits. Et le salaire était reversé au comité villageois qui prélevait sa dîme. Ce qui est complètement, comment j'allais dire, je vais employer un mot correct, mais qui n'est pas acceptable, ni juridiquement, ni socialement, ni éthiquement. Donc, vous savez, moi j'ai travaillé pendant très très longtemps en milieu rural, et je trouve que nous devrions peut-être renforcer notre attention. Nous parlons aussi des problèmes d'accès à la terre, des problèmes d'accès aux sources de financement. Il y a énormément de problèmes qui se conjuguent et qui vulnérabilisent encore plus la femme rurale. D'accord, merci Fatimé. Donc là, on va s'arrêter là pour les questions pour cette première partie. Il en reste encore qui n'ont pas pu avoir de réponse. On verra peut-être si on peut y répondre à la fin du webinaire, ou sinon, je ne sais pas comment si les intervenants pourront revenir peut-être après répondre aux questions peut-être par mail. On va maintenant nous intéresser plus précisément au leadership féminin et à la